Ambassadeur de pays, ambassadeur d'institutions, ambassadeur d'ONG, le mot est lâché. Ambassadeur, c'est qui un ambassadeur? Quelles sont ses fonctions? Quelles sont ses prérogatives, comme on dit? Qu'est-ce qui entoure, bien sûr, cette formidable aventure, parce que c'en est une. Professeur Alumane nous fait l'honneur de sa présence. C'est un grand formateur. On lui doit vraiment la formation de nombreuses générations de cadres de ce pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Bonjour. nous allons parler de ce voyage fantastique au cœur de ce qu'on appelle un ambassadeur. C'est qui un ambassadeur depuis la nuit des temps? Bonjour. Alors, un Bonjour, ambassadeur professeur. est une personnalité nommée par un État pour représenter ce dit État dans un autre. C'est en général un fonctionnaire de l'administration formé dans les grandes écoles d'administration, mais ça peut être également une personnalité du monde des affaires ou n'importe quelle autre personnalité, singulièrement les politiciens qui sont nommés pour représenter leur État, dans un autre État, et y parler au nom et à la place du dirigeant de l'État dont il est originaire. On dit, cette expression est née il y a longtemps, parce que déjà au Moyen-Âge, en 1288, le cardinal Jean Chollet avait fait une médiation entre Philippe le Bel et Sanchez de Castille. Ces deux pays étaient en guerre pendant très longtemps, et comme c'était le rôle de l'Église à l'époque, il a fait les bons offices et a réussi à rétablir les ponts entre ces souverains-là. Parce que les souverains n'avaient pas la possibilité de se déplacer tout le temps, et donc il leur fallait des représentants dans les pays avec lesquels ils avaient des relations, soit familiales, comme c'était le cas à l'époque. Et comme d'habitude au Moyen-Âge, l'Église a joué un rôle très important dans l'apparition de cette forme de relation entre pays. En 1340, le pape Benoît XII avait encouragé le roi Philippe VI à nommer un représentant permanent à Avignon. Avignon étant la capitale des papes à l'époque, le palais des papes s'y trouvant. Et donc, cette forme de représentation a évolué avec le temps et est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire très brièvement, sans que j'en ai le devoir ni la responsabilité de parler des ambassadeurs. Alors, ces personnalités qui, on peut dire, sont des relais d'une entité, on entend plusieurs désignations. Alors, quels sont les différents types d'ambassadeurs? On a extraordinaire, plénipotentiel, ambassadeur de bonne volonté. Les différenciations sont à quel niveau? Oui, alors, et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, un ambassadeur nommé par son État en vue de le représenter dans un autre État, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Extraordinaire parce que ce n'est pas courant qu'un chef d'État ou un État se fasse représenter par un individu. Plénipotentiaire parce que, comme l'indique l'expression, il est plein de pouvoir. Il y a les ambassadeurs itinérants que vous n'avez pas cités. Ceux-là sont ambassadeurs sans que le pays dans lequel ils exercent leurs compétences ne soit désigné clairement. Ils le sont donc dans plusieurs États ou auprès de plusieurs institutions. Un ambassadeur peut être également nommé auprès des Nations Unies, auprès de l'Union européenne et auprès des organisations gouvernementales internationales que nous connaissons. Maintenant, des institutions comme l'UNICEF, l'OMS et autres peuvent désigner des ambassadeurs, c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs de bonne volonté. Par leur implication et leur activité quotidienne, ces ambassadeurs peuvent attirer l'attention de ces institutions qui les désignent pour les représenter, pour parler en leur nom, pour poser des actes à leur place, en leur lieu et place. C'est le cas d'ailleurs des ambassadeurs libres ensemble dont nous avons parlé tout à l'heure. Oui, ok. Je rappelle aussi qu'il y a des chargés d'affaires qui ont un rôle assez particulier. Oui, le chargé d'affaires est un membre de la mission diplomatique, parce que la mission diplomatique elle-même est composée de l'ambassadeur, du consul, du premier conseiller et des excroissances des missions diplomatiques, qui sont le service commercial, etc. Donc le chargé d'affaires est celui qui parle au nom de l'ambassadeur,
quand l'ambassadeur n'est pas là. D'accord. Je plaisante souvent avec les chargés d'affaires en leur disant le chargé d'affaires est chargé de travail. Donc, professeur, pour ceux qui nous suivent, il faut récapituler. Ambassadeur, plénipotentiaire extraordinaire, de bonne volonté, itinérant, chargé d'affaires. Alors, cela m'amène à la question suivante. Quelle est la responsabilité économique, sociale, voire sociétale de l'ambassadeur? Parce qu'il y a un impact à tous les coups. Non, l'ambassadeur, il parle au nom de son pays, au nom de son chef d'État. Il y représente le chef de l'État et l'ensemble des ministres du gouvernement du pays représenté. Alors, comme ils le disent, c'est negotiorum suorum promettarem. C'est-à-dire, en latin, ça veut tout simplement dire qu'il fait les bons offices au nom du pays dont il provient. Sans plus. Parce qu'il doit rendre compte, n'est-ce pas? Mais il y a certaines personnalités qui sont si prestigieuses et si impliquées dans les relations entre les deux États, parce qu'elles connaissent les chefs de ces États-là, que leur rôle est plus important que leurs autres collègues qui sont, non pas d'illustres inconnus, mais qui sont des personnalités qui sont moins en vue dans les relations internationales. À cet égard, un ambassadeur a pour rôle de faire en sorte que les relations entre les deux pays s'améliorent dans tous les domaines que vous venez de citer, sans plus. Mais il reçoit des instructions de la part de son État pour avancer, pour reculer ou pour s'arrêter, pour participer à des activités ou pour participer à des votes dans les cercles internationaux s'il y a lieu. Voilà, c'est ça la différence. D'accord. Alors, professeur, vous avez défini ici les champs d'action des différents ambassadeurs mandatés par leur pays respectifs. Il va sans dire qu'il y a des limites. Généralement, quelles sont les limites d'un ambassadeur dans un pays où il est envoyé? Les ambassadeurs ont une espèce de code de conduite qu'ils ne peuvent pas outrepasser. Et ce code de conduite est établi, n'est-ce pas, dans un modus operandi que les États eux-mêmes, la réciprocité en fait, c'est ça. Je ne peux pas faire plus dans mon État que mon ambassadeur ne peut faire dans le vôtre, n'est-ce pas? Mais les États s'entendent d'une manière générale pour établir des espaces de collaboration en fonction de la bonne ou la mauvaise qualité de leur rapport. Parce que la diplomatie est curieuse. Vous pouvez être ambassadeur dans un pays avec lequel vous avez des rapports très mauvais. Vous pouvez être également ambassadeur dans un pays où vous avez d'extraordinaires rapports d'affection entre les peuples d'abord, mais ensuite entre les deux chefs d'État. En ce moment-là, l'ambassadeur, il a plus de... Il y a une anecdote que je peux raconter concernant la Côte d'Ivoire. Il y a un ambassadeur de France qui était très ami au président Houphouët-Boigny. Il a été ambassadeur pratiquement sous la quasi-totalité des présidents qui étaient élus en France du temps où notre valeureux président était encore en exercice. Voilà. Alors, on a parlé là, on a fait le circuit de tous les ambassadeurs. On va arriver maintenant aux ambassadeurs d'institutions ou d'ONG. Je parle par exemple de la francophonie. Vous êtes le président délégué de l'AILEF, c'est l'Association internationale libre ensemble de la francophonie. Quand on arrive à ce genre d'institution-là, est-ce que le rôle d'ambassadeur change? Ou bien il reste toujours le même, il a toujours le corpus basique? Non, 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 il change complètement. Ce genre d'ambassadeur n'est pas un ambassadeur institutionnel. Ce n'est pas un État qui l'a accrédité, il est accrédité par une association, par une organisation internationale. Et dans le cas des ambassadeurs libres ensemble de la francophonie, il faut être assez précis. C'est un concept qui a été mis en route par l'ancien secrétaire général Michael Jean. C'est le concept du libre ensemble. Elle choisit donc les ambassadeurs qu'elle désigne dans tous les secteurs d'activité, des artistes, des hommes de culture, des journalistes, des hommes d'affaires, des religieux, qui, par leur implication dans la société, pourraient aider l'Organisation internationale de la francophonie à parler aux jeunes. Parce qu'à la vérité, Libre Ensemble est un concept créé pour les jeunes en 2016. Et de nombreux ateliers ont été organisés dans beaucoup de pays, y compris la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en 2017, on a organisé les Jeux de la francophonie. Et donc, les jeunes ont été encouragés à créer des liens entre eux, à éviter les conflits inutiles, parce que quelques années avant 2016, de nombreux attentats terroristes, de nombreux conflits étaient nés dans les États francophones.
Elle a donc imaginé qu'il était important de parler à la frange la plus vulnérable de la population, les intéresser au vivre ensemble, leur enseigner les outils de la convivialité, de la tolérance, de la solidarité et du comment vouloir de vie commune ensemble dans un même espace territorial dans lequel, n'est-ce pas, ils vivent ensemble. Et donc l'ambassadeur Aïlef, l'ambassadeur de la francophonie, a pour rôle donc d'appeler les jeunes, de les encourager, de leur parler et d'élargir ce discours à l'ensemble de la société à laquelle il appartient pour que la culture de la paix, la culture du vivre ensemble, la solidarité et la convivialité puissent être le mot fort entre les membres d'une même communauté, même s'ils n'appartiennent pas tous à la même communauté. Parce que dans une communauté comme la Côte d'Ivoire, il y a ceux qui sont nationaux, mais il y a de nombreuses populations qui vivent avec nous ici et qui ont besoin que la paix s'installe, puisque sans paix, il n'y a pas de développement. Et le développement est un accélérateur de bien-être, comme nous le savons. C'est dire que les ambassadeurs sont des messagers. Ce sont des messagers. Ce sont des messagers de la paix, ce sont des messagers du vivre ensemble, ce sont des messagers de la culture, d'être ensemble malgré nos divergences, malgré les difficultés à être ensemble. Il faut faire des efforts et ça c'est par la jeunesse que ça peut se faire. Et notre rôle de messager justement, c'est de diffuser la culture de la paix et la culture de l'amour de son prochain. Est-ce à dire qu'en période de conflit, le rôle d'ambassadeur se multiplie? Prend une proportion encore plus charismatique? Sa responsabilité devient plus importante. Sans exagérer, il devrait entreprendre des démarches pour que la paix se rétablisse, sans forfanterie bien entendu, mais en parlant aux uns et aux autres, en faisant ce qu'il y a lieu de faire. Et nos pays africains traditionnellement sont bien dotés en outils de ce genre d'activité, les cousinages à plaisanterie. Un Tagbana irait facilement parler en Yakuba, un Dida irait parler en Adjoukrou pour l'amener, n'est-ce pas, à se rasséréner et à établir le seul lien qui soit susceptible de créer le développement et la paix, n'est-ce pas, comme disait un chef d'État. La paix, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Alors, professeur, dans cette spécification on va dire de la définition de l'ambassadeur dans une telle institution comme la vôtre, quelles sont les relations même avec les institutions déjà établies? Lesquelles institutions? L'État. Nous n'avons pas de relation directe, il faut le dire. Nous sommes une association comme n'importe quelle autre association. Nous sommes des individus qui avons été désignés comme ambassadeurs libres ensemble et qui avons décidé librement également de nous constituer en association. Nous faisons des actes, nous nous adressons à l'État ainsi qu'aux autres institutions que l'État a mis en place pour ce genre d'activité et nous leur faisons connaître nos opinions, nous leur demandons d'agir pour la paix et à cet égard d'ailleurs, une conférence de presse est prévue le 11 prochain, c'est-à-dire mardi, pour donner à connaître nos objectifs et donner à connaître les activités que nous avons organisées ces 24 derniers mois et qu'est-ce que nous entendons faire dans le contexte actuel, l'actualité étant passablement agitée en raison des prochaines séances. Nous pensons que nous avons la responsabilité de parler aux uns et aux autres, de faire en sorte qu'il y ait des joutes électorales orageuses, c'est normal, mais que ça reste juste dans le cadre de l'orage et qu'il n'y ait pas de déluge. Absolument, c'est bien dit. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un ambassadeur qui a vraiment vécu son air avec tous les présidents pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes pour un ambassadeur qui dure ou bien vous êtes pour la mode qui est de mise en ce moment, de faire en sorte qu'il fasse 3-4 ans et qu'il vont dans notre pays ou bien à d'autres responsabilités? Vous vous situez de quel côté, professeur? Voyez-vous, le contexte change. Vous êtes pour la durée ou pour l'intensité? Pour l'intensité. Je pense que 3 ans, c'est suffisant. Il peut aller donner son expérience et ses compétences dans d'autres pays et apporter à ces pays-là les mêmes succès qu'il a obtenus là où il était. Maintenant, c'est aux deux chefs d'État de décider, aux deux gouvernements de décider que cet ambassadeur, nous préférons qu'il reste chez nous ou alors que je préfère qu'il reste dans le pays où je l'ai envoyé parce qu'il a fait du bon travail. Et souvent, ils arrivent à obtenir la prorogation de leur temps de séjour dans le pays où ils ont été accrédités. Alors, parlons de votre association en particulier. Quels sont les critères de désignation d'un ambassadeur Libre ensemble.
ILF. Je vais prendre l'exemple d'un artiste, un humoriste. Il a accès à une énorme quantité de public. Il est écouté pratiquement au-delà des frontières même du pays auquel il appartient. Celui-là, désigné comme ambassadeur libre ensemble, pour contribuer beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement que n'importe quel autre individu qui n'a pas cette fonction-là. Ce qui ne diminue pas le rôle de ceux qui ne sont pas artistes musiciens ou artistes humoristes ou tout simplement journalistes, lesquels parlent au plus grand nombre, mais simplement en agglutinant les efforts de chacun, en mettant ensemble les efforts de tous ces ambassadeurs qui ont été désignés dans les plusieurs secteurs des activités et des composantes de la société globale, on crée une espèce de synergie qui va faire en sorte que c'est la quasi-totalité des couches sociales, la quasi-totalité des composantes de la société qui sera touchée, qui recevra le message et qui, nous espérons, le comprendra dans l'intérêt bien compris de la paix, dans l'intérêt bien compris du développement. Alors, quand on fait le point, en ce moment, au niveau des langues, le français est en 5e, 6e position, vous nous direz quelle est la position exacte. Alors, quand on a cette posture-là par rapport à l'anglais qui surplombe le monde, comment on doit se comporter en tant qu'ambassadeur libre ensemble? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire? Non, c'est l'espace francophone qui est visé dans un premier temps. Seulement? Oui, pour le moment, c'est l'espace francophone. De ce que j'ai compris et de ce que nous avons compris... C'est pas peu ambitieux? Nous verrons. Par exemple, tous ces ateliers qui ont été organisés pour instruire les enfants au vivre ensemble ont eu lieu dans des pays francophones. En Wallonie, à Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Québec, sauf la spécialité à Erevan, n'est-ce pas, là également. Et puis Bucarest aussi. Voilà, beaucoup resté. Alors, il faut que, réussissez d'abord chez vous ce que vous voulez faire avant de l'étendre à d'autres pays. La frontière de la langue, la barrière de la langue étant importante à cet égard-là, n'est-ce pas? Le message que vous voulez véhiculer, il y a des chances que quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous ne le reçoive pas de façon concrète et de façon efficace. Et toujours dans vos actions, quels sont, on va dire, les objectifs? Parce que vous avez parlé de la notion de paix. Est-ce que c'est la seule notion qui est traitée au sein de l'association? La paix serait l'aboutissement de l'ensemble des actions qui sont déployées. Il y a la convivialité d'abord, il y a le vivre ensemble, n'est-ce pas? Il y a le comment vouloir de vie commune, mais il y a surtout la solidarité. Une société qui n'est pas solidaire ne peut pas produire, n'est-ce pas? Cet échange, cette convivialité. En Côte d'Ivoire, on dit on est ensemble. Oui. C'est très important. Il faut donner à ce mot une connotation, une approche affective telle que chacun se sente concerné. Et c'est ça le résultat recherché. Et la paix vient comme un rassemblement de toutes ces valeurs, de toutes ces qualités, de tous ces transports affectifs qui font que des gens acceptent de vivre ensemble. Alors, à la vérité, en vous écoutant, professeur, c'est qu'un bon ambassadeur, quel que soit le créneau, c'est un ambassadeur après tout, avant tout, de la paix. C'est ça. De la bonne entente, n'est-ce pas? Des bons échanges et surtout de la solidarité. La solidarité nationale, la solidarité régionale, la solidarité internationale. Et à ce titre, il faut dire que la Côte d'Ivoire y gagnera, l'Afrique y gagnera et le monde y gagnera. Parce que dans le pays où nous sommes, c'est un pays qui est un maillon très important de la communauté internationale. Si nous faisons le travail correctement, comme on nous l'a demandé, le retentissement de ce travail peut se voir au-delà de nos frontières. Alors, depuis l'existence de votre association, quelles sont les actions qui ont été menées et puis l'écho que cela a eu sur votre cible, si j'ai envie de le dire? Il y a un aspect dont il faut tenir compte. Il ne s'agit pas d'agir en groupe seulement, il s'agit que chaque ambassadeur agisse de son côté, dans son activité, afin d'obtenir le résultat que nous recherchons. À cet égard, beaucoup ont organisé des rencontres dans leur village, d'autres ont organisé des cérémonies de remise de dons au village Abo, SOS d'Abobo et dans d'autres secteurs. Et en ce qui nous concerne, dans le milieu de l'éducation, nous avons attribué des bourses, avons organisé des colloques en relation avec le vivre ensemble et la paix. Et chacun, en ce qui le concerne, y compris les religieux qui, dans leur église, prêchent, n'est-ce pas, la bonne entente
entre les populations, ce qui permet, n'est-ce pas, d'agglutiner toutes ces actions-là et de dire que nous n'avons pas chômé pendant ces périodes-là. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de vous quitter, remercier cette maison que je connais bien. Beaucoup de mes disciples et auditeurs sont ici. Vous faites un travail extraordinaire. Vous aussi, vous êtes des ambassadeurs sans avoir été nommés. Cette RTI a accompagné ce pays pendant des années pour amener les Ivoiriens à être ensemble. Puissiez-vous continuer. Merci. Et passer mon salut fraternel à votre directeur général. Merci infiniment pour cette reconnaissance qui est reçue à sa juste valeur. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Également à vous, chers téléspectateurs, soyez des ambassadeurs de paix, tout simplement, en ce week-end et partout ailleurs.